Bon, bah je vais commencer par faire l'intro. Allez. Ok. Ça fait 10 mois on n'a pas sorti d'épisode, mais c'est pas grave, hein, on est là. Ouais, Bah écoutez, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Laboratoire de l'âme. On se retrouve aujourd'hui avec Alizée, qui est une neuropsychologue spécialisée avec un public d'enfants et qui est en libéral. Du coup, bonjour Alizée. Bonjour Mathieu. Vas-y, dis-moi si tu... Bah écoute, pourquoi pas commencer par une petite présentation. Ok, donc je m'appelle Alizée Louiseau. Je suis diplômée depuis 3 ans, un peu plus là, 3 ans et demi de la fac de psycho. J'ai commencé en institution en tant que neuropsychologue à l'hôpital, au service gériatrie. Et là, ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans que je suis installée en libéral. Donc, j'ai fait un petit peu les 2 casquettes. Donc, je pense pouvoir répondre à la fois sur le rôle du neuropsychologue à l'hôpital et en libéral. Ok. Et avant tout, pourquoi déjà tu as choisi comme étude la psychologie ? Alors, de base, c'était pas le choix. Quand j'ai passé le bac, je voulais faire médecine. Classique. Donc, je suis allée... moi, ça s'appelait la PACES. Je crois que ça a changé maintenant. Après 2 ans d'efforts, j'ai pas validé. Mais en fait, il y avait un truc où, comme quoi, on avait le droit d'accéder en 2e année quand même d'une autre spécialité au sein de la fac. Et en fait, moi, de base, j'étais partie pour faire médecine, mais vraiment pour les urgences... pour les trucs un peu gore, le sang et tout. Et en fait, je connaissais pas du tout la psychologie, mais pas du tout. C'était pas quelque chose que j'avais me regardé ou je m'étais intéressée. Et en fait, il y a eu je m'en souviens, c'est le professeur Jardry qui est le psychiatre, chef de service de psychiatrie de Lille, qui est venu faire cours. Et en fait, ça m'a trop plu. Je m'en souviens encore, alors que ça remonte. Et j'ai dit, ok, en fait, il n'y a pas que les urgences. Même quand j'étais encore dans l'optique médecine, j'ai commencé à m'intéresser à la psychiatrie. Et finalement, du coup, 2e choix. Là, je pouvais rentrer en 2e année de psycho. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré une fille qui avait fait le master de neuropsychologie, le PPNSA. Avant même que je m'inscrive à la fac, et donc c'est elle qui m'en a parlé, et donc voilà, moi en m'inscrivant en L2 du coup à la fac, je savais déjà que je voulais être neuropsychologue. Ah ouais, ok. Ouais. Et pourquoi la neuropsychologie plus que la psychopathologie ou... Je trouvais que on était plus sur l'étude du cerveau entre guillemets, et du coup ce qui se rapprochait un peu plus de ce que j'avais bien aimé dans mes études de médecine. Donc c'était vraiment ça qui me plaisait plus. Après, forcément, en rentrant un peu en psycho, je me suis intéressée à psychocriminologie aussi. Plutôt pour les profilers, mais j'ai vu qu'en France, c'était pas... C'est pas reconnu, ouais. C'était pas ça. Donc non. Et finalement, c'est vraiment la neuropsychologie qui m'intéressait, et vraiment PPNSA en fait. Pour le coup, c'était vraiment PPNSA ou non. Donc je me suis donné aussi les moyens d'intégrer ce master. Ouais. Parce que de base, je voulais faire un doctorat, donc c'était important pour la recherche. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, PPNSA, c'est le master psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives. Et c'est un master à l'université de Lille qui cumule à la fois une approche clinique, mais aussi surtout une approche scientifique, de recherche, tout ça. Et on a un bon équilibre. Du coup, c'est vrai que c'est assez sympathique. Et je me demandais aussi pourquoi choisir les enfants dans un premier temps pour te spécialiser. Alors du coup, moi de base à l'hôpital, je travaillais au service gériatrie, donc j'avais fait un stage quand j'étais en master en gériatrie, et ça m'avait vraiment plu. Personnellement, ma grand-mère souffre d'Alzheimer, donc c'est aussi, je pense, quelque chose qui me touchait, et vraiment mon stage, ça m'a vraiment plu, donc je me suis dit, moi je veux faire ça. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un poste là-dedans. Et en fait, j'ai plutôt fait le choix finalement d'aller en libéral plutôt que travailler avec les enfants. Travailler avec les enfants, j'avoue que c'est venu un peu après. Parce que j'avais pas fait de stage chez les enfants, donc je savais pas ce que c'était. Le trouble du neurodéveloppement en fac, on le voit pas non plus énormément.
Donc voilà, j'ai dû aussi un peu m'auto-former, payer aussi des formations moi-même. Et c'est vraiment voilà, j'ai vraiment choisi le libéral. Et après, avec les enfants, je trouve que ça match super bien, ils sont super cool. C'est en libéral, bon, j'y reviendrai, mais c'est 50% du temps avec les enfants, 50% du temps avec les parents. Et voilà, c'est pas pareil. Mais avec les enfants, j'ai l'impression que c'est un peu comme avec les personnes âgées, ils sont spontanés, sans filtre, ça passe bien, c'est hyper chill. Et du coup, pourquoi avoir choisi le libéral plutôt que l'institution? Ben, moi, alors je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, là ça fait 2 ans que je suis pas retournée, je sais pas, mais je trouve que j'avais du mal avec le rythme. C'était trop. On me demandait pas assez, en fait, clairement. Je m'ennuyais, vraiment. On me demandait de faire 1 ou 2 bilans par semaine. Là, j'en fais 7-8 par semaine. Donc non, le rythme ne me convenait pas. La hiérarchie me convenait pas non plus. On devait beaucoup rendre des comptes, faire des synthèses, faire des réunions. Pour moi, des fois, c'est intéressant. Pour moi, il y avait beaucoup de perte de temps. Ouais, beaucoup de frustration. En fait, je voulais me donner comme je me donne là en libéral. Et du coup, forcément, niveau salaire, je m'y retrouvais pas. Mais après, c'est plus intéressant au niveau cas aussi. Je m'en souviens, en fac, on avait vu le syndrome de Korsakoff et les profs nous avaient dit ah, ça, c'est un truc que vous verrez pas souvent ou hyper rare. Moi, j'étais à l'hôpital de Denain, je sais pas si c'était de la région, mais l'hôpital de Denain, il y avait que ça. Mais que ça. Il y en avait plein. Et voilà, je me dis, bah, c'est super en fait comme expérience. C'est pas parce que forcément, en libéral, on va pas trouver ça, quoi. Donc voilà, des plus et des moins dans les deux. Et du coup, tu parlais de bilan, tout ça. Du coup, toi, tu fais plus quoi comme type de bilan? C'est plus quoi ta spécialité pour l'instant? Bah, moi, je suis vraiment spécialisée en troubles du neurodéveloppement. Donc que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, même si c'est vrai que j'ai plus d'enfants que d'adultes. Mais du coup, je fais beaucoup de bilans psychométriques, les bilans QI pour les éventuels déficients intellectuels, explorer les troubles de l'attention, troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, le TDAH et le TSA, troubles du spectre autistique. Voilà, j'ai beaucoup, c'est vraiment ces 3 pathologies que je vois le plus, avec les neuroatypies, avec les hauts potentiels intellectuels. Mais bon, faut pas croire qu'on n'a que ça en libéral, c'est pas vrai, ça représente pas beaucoup par rapport au TND. Ok. Ouais. Ok. Pour toi, ce serait quoi les principales difficultés quand tu travailles en libéral? Qu'on pense pas forcément. Bon, je pense qu'on pense c'est l'organisation, c'est l'administratif. Ça, je pense que c'est quelque chose de classique, mais c'est important de le redire parce que c'est vrai que moi, je suis pas assez organisée et ça prend un temps fou. Toujours d'appeler, surtout, voilà, par exemple, il faut que j'appelle les impôts qui sont ouverts de 9h à 16h. Enfin, c'est pile mes horaires de travail. Donc, quand est-ce qu'on les appelle, en fait Donc voilà, se dégager aussi du temps administratif, ça, c'est compliqué. Je dirais qu'on est un plus solo aussi par rapport à l'hôpital. Dès qu'on a une question à l'hôpital, on peut échanger avec les collègues, on peut demander à une cadre si besoin, au médecin de service. Là, on prend plus de décisions seul. Ou alors, c'est pareil, il faut contacter le médecin traitant, mais il n'est pas toujours dispo, nous non plus. Donc ça, c'est plus compliqué. Il faut quand même aussi, je dirais, même si ça paraît classique, mais il faut quand même de solides connaissances sur moi, le TND, parce que les parents, ils posent beaucoup de questions. Ils sont là aussi pour en recherche, en fait, et ils posent beaucoup de questions. Il faut être prête à savoir répondre à tout, même pour l'école, enfin, des choses qui nous concernent en soi, même pas dans notre profession, mais ils me disent, bah oui, mais là, à l'école, comment je fais? Est-ce que vous pouvez appeler la maîtresse? Ok. Donc voilà, on a aussi plusieurs casquettes. Il faut se préparer à ça. Et il faut se dégager du temps pour ça. Ça, c'est plus dur. Entre vie perso et vie pro, souvent, ça empiète. Que j'avais pas à l'hôpital. Ici, tu peux faire des supervisions ou non? On parlait, enfin, c'était des collègues pour en parler ou pas du tout? Ben là, du coup, je suis dans une maison médicale. Ça, c'était, enfin, paramédicale. Ça, c'était vraiment ce que je recherchais, parce que j'ai commencé
en fait, je travaille à l'hôpital et j'ai commencé le samedi matin en libéral en plus pour voir déjà si ça me plaisait et comment ça se passait avec les enfants aussi. Et là, j'étais toute seule. J'étais toute seule le samedi matin et là, j'ai dit ah ouais, non, c'est vraiment pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir des collègues, de pouvoir échanger. Donc là, travailler dans une maison paramédicale, ça, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc là, il y a une orthophoniste et il y a 4 ergots. Donc avec eux je peux échanger. Après sinon je fais partie d'un organisme aussi qui s'appelle la PCO, plateforme des coordinations et d'orientation. Et là du coup c'est eux qui nous envoient les patients, c'est pour les enfants de 0 à 12 ans. Et là il y a des médecins, il y a des neuropédiatres qui font partie de cette plateforme. Donc c'est vrai que c'est plus simple, on fait des synthèses régulièrement, si on a des questions, on peut leur poser. Donc on se sent un peu moins seul. Tu penses que tu recommanderais à qui la profession libérale et à qui la profession en institution? En libéral, forcément, du coup, quelqu'un d'organisé, même plus que moi. Ou alors, voilà, moi, je sais que c'est pas mon point fort, donc je trouve des parades. Enfin, moi, c'est mon copain qui fait mes factures, par exemple. Voilà. Et parce que sinon, en fait, j'ai tendance à procrastiner, à laisser traîner, et c'est pas possible. Donc voilà, quelqu'un de bien organisé, quelqu'un qui communique aussi, parce que là, du coup, comme j'avais pas mal de boulot, j'ai pris une collaboratrice. Donc c'est aussi une charge en plus. Et je vois que quand on communique pas, surtout si on a des patients communs, voilà, ça pose plus de problèmes. Donc voilà, quelqu'un qui est quand même dans la communication, quelqu'un qui sait s'organiser. Et voilà, quelqu'un, encore une fois, quelqu'un quand même qui a un attrait pour les troubles du neurodéveloppement et qui a quand même de bonnes connaissances dessus. Ok, ça marche. Et du coup, institution, l'inverse un peu, on a besoin de moins d'organisation. Oui, parce qu'en fait, alors moi je parle de mon expérience en institution, je sais que c'est pas partout pareil, mais en fait on a tellement de réunions, de synthèses, de temps dédié à ça que c'est largement suffisant. C'est même trop. Voire too much, ouais. Ah, c'est vraiment too much. Enfin, moi, je me souviens, le patient, il arrivait. Déjà, j'arrivais à 9h, on me demandait de commencer qu'à 10h. Donc, pendant 1 heure, je devais lire les transmissions, mettre un petit peu à jour, d'accord. Ok. Donc, le patient arrivait à 10h, je faisais le bilan. Donc, à 11h30, j'avais fini. Si j'étais bonne, à 12h30, le compte-rendu était tapé. L'après-midi, j'avais fini, quoi. Donc non, en plus, on avait 2 heures pour manger. Enfin, bon. Okay. C'est pas le même rythme. Mais ça convient à d'autres personnes. Je dis pas que je ferai du libéral toute ma vie non plus, parce que là, je suis à un rythme quand même hyper soutenu. Même si c'est pas d'actualité, là, je me sens incapable d'avoir un enfant, par exemple, avec ce rythme-là. C'est pas possible. Je compte pas mes heures. J'en fais trop. J'ai du mal à dire non. Faut savoir dire non aussi aux patients. Ça, c'est pas évident quand ils sont devant nous et qu'ils disent « Ah, mais si, j'ai besoin de ça en urgence. » Ok, je vous rajoute le matin, je vous rajoute le soir et on finit par faire des amplitudes horaires trop importantes. Qu'à l'hôpital, non. À l'hôpital, c'est la secrétaire qui donne les rendez-vous. Donc voilà, on arrive. Des fois, je n'ai même pas de patient. Bon, ok, mais je suis là quand même. que en libéral, si on n'est pas là, si on est malade, c'est pas pareil non plus au niveau salaire. Voilà, on va pas se mettre en arrêt. Hein, ouais, par exemple. Non. Si tu pourrais te donner une fourchette sur les heures que tu travailles, autant dans le cabinet que quand t'as pas de patient pour faire tes comptes rendus comme ça, tu penses que c'est combien de temps à peu près? Justement, j'ai calculé. Donc là, moi, je travaille au cabinet, je suis là du mardi au vendredi. Je fais 8h30, 19h à peu près, 9h, 19h. Donc je fais 10 heures par jour. Je prends 30 minutes pour manger. Bon, grosso modo, ça fait 40 heures en présentiel au cabinet. Et le lundi, je fais mes comptes rendus. Donc j'essaie d'automatiser le plus possible mes comptes rendus pour que ça prenne moins de temps. Et je fais de mon administratif, même s'il y a un peu de retard. Je le fais aussi le lundi. Donc ça, et là, c'est par exemple, je suis allée donner cours à la fac. J'avais pas prévu, j'avais des patients. Du coup, je les ai mis samedi matin. Donc là pendant 2 samedis matins, je travaille.
Donc voilà, c'est une organisation aussi à avoir. Moi, j'ai du mal à dire non, c'est mon défaut. C'est bien de l'avoir identifié. Maintenant, il faut que j'essaie de travailler dessus. Mais ouais, je fais à peu près 40 heures par semaine présentiel, plus derrière tout le boulot des comptes rendus, des appels aussi, parce que ça, les patients ne se rendent pas compte. Répondre au téléphone, par exemple, je ne fais plus. Je ne fais plus parce qu'à chaque fois, c'est 10-15 minutes par patient. S'il y en a 10 qui m'appellent, c'est pas possible en fait. Donc merci Doctolib pour ça. Voilà, ça je pense que c'est rentrer un peu dans les mœurs en 2025 de prendre rendez-vous sur Doctolib. Donc ils le font, on en discute le jour J, mais voilà, j'essaie de me décharger au maximum de tout ça. Est-ce que tu penses que plus tard, tu comptes faire d'autres formations, des diplômes universitaires, tout ça, pour inclure, je sais pas, des éléments un peu plus cliniques dans ta pratique, que ce soit essayer de faire de la thérapie avec certains patients, faire de l'accompagnement, autant en TCC ou enfin, je sais pas. Là déjà, même si ça reste dans le TND, je me suis inscrite à une formation qui est la guidance parentale avec la méthode Barclay. Donc je vais faire ça en juin pour être aussi plus armée, pour pouvoir répondre aux parents sur leurs questions et sur comment gérer un enfant, par exemple, qui a un TDAH. Donc, je vais faire ça. J'essaie déjà, dans un premier temps, de me former au maximum sur les TND. C'est pour ça que j'avais rajouté aussi l'année dernière une formation sur le TSA. Bon, voilà, j'essaie en tout cas d'abord de faire ça au max. Et quand j'aurai un peu exploré le sujet, je verrai peut-être pourquoi pas la TCC. Après, j'avoue que je connais pas toutes les approches qui existent. Je connais de nom. TCC, EMDR, l'approche intégrative aussi, j'en vois beaucoup parler en ce moment. Mais voilà, je me suis pas vraiment plus intéressée que ça pour l'instant. Pourquoi pas TCC parce que finalement, j'en fais quand même un peu dans la pratique. Mais ouais, c'est quand même un DU qui est lourd aussi, qui est long. Donc, faut voir. Pour l'instant... Pour l'instant, j'ai assez à faire avec les bilans, avec mes patients, pour pas rajouter ça. Ok, je vois très bien. Pour toi, c'est quoi les plus grandes différences entre ce qu'on t'a appris à la fac et en vrai? Et genre le terrain, là, ta pratique? En termes de TND, c'est pour ça aussi que je donne cours à la fac. C'est pour... je trouve qu'à la fac, ils sont un peu déconnectés du terrain. C'est bien d'avoir le background de la théorie, je dis pas, il le faut, il n'y a pas de souci. TDAH, il faut savoir d'où ça vient, les processus, etc. C'est ok, mais les parents, ils s'en foutent. Vraiment, qu'on leur dise le TDAH, c'est un problème dans le cortex préfrontal, etc., régulation de dopamine. Non, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va évoluer, voilà. Et ça, je trouve qu'à la fac, on nous l'apprend pas. On nous apprend pas à répondre aux parents, en fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour leurs enfants, là, maintenant. Et ça, je trouve que... Ouais, ça faudrait que ça change. Je trouve qu'ils sont un petit peu déconnectés aussi dans le sens où, du coup, j'accueille des stagiaires. Et donc là, j'ai commencé à faire des soutenances de stage. Et donc, ma stagiaire a présenté un cas. Et donc, on a fait le bilan. On a passé plusieurs tests pour ce patient. Et ceux qui faisaient sa soutenance lui ont dit « Ah, mais t'aurais pu rajouter ce test-là, ce test-là, ce test-là. » Et moi, j'écoutais ça et je me dis « Ouais, en fait, on peut pas. Déjà, j'ai pas tous les tests. » Et concrètement, on peut pas. Sinon, ça veut dire que le patient, on le voit 5 fois. En libéral, c'est impossible. Même en institution, mais encore plus en libéral. On ne peut pas faire venir le patient 5 fois pour rajouter des tests. Donc voilà, faut statuer à un moment, faut faire avec ce qu'on a. En libéral, c'est pas remboursé. Donc, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge, mais voilà, faut prendre en compte cet aspect-là aussi pour le patient. Donc, ouais, pour la fac, je dirais ça. Je dirais la plus grosse différence, c'est ces 2 points-là. Ouais, c'est vrai que... Enfin, on nous dit souvent, dès que vous percevez qu'il y a un problème en mémoire épisodique, par exemple, vous faites ce test, voilà. Ce test. Mais ouais, c'est vrai que quand on est en libéral, on doit investir dans les tests, les mettre à jour et tout, et c'est déjà un budget. Alors avoir tous les tests, c'est quasiment impossible si on est seul.
Ou faut vraiment être là depuis très longtemps, ou je sais pas. Ouais, c'est ça, ou même en institution, enfin, en fait, faut pas se leurrer, quand on arrive, enfin moi quand je suis arrivée, ils m'ont donné un bureau et c'est tout. C'était à moi d'avoir les tests, de faire avec ce que j'avais. Dès qu'on demande, oui, il y a ça aussi, dès qu'on demande à avoir quelque chose, mais ça prend 6 mois en fait. Et moi, ça m'allait pas non plus. En fait, je l'achetais moi-même. Ouais. J'ai acheté moi-même parce que bah, j'étais avec des personnes âgées et que je voulais faire des petits ateliers mémoire. Par exemple, on me demandait de faire des ateliers mémoire, on me donnait pas les ressources. Donc voilà, j'arrivais à faire avec des PDF, mais des fois, je devais aller chez Action acheter 2-3 bricoles. Ouais, bien sûr. Je le faisais. Et parce que sinon, c'est super long. Et donc, pour les tests, mais j'ai même pas demandé les tests. Il y avait un psychomote avec moi qui voulait la Wii Balance Board pour pouvoir faire l'équilibre chez les personnes âgées. Ça faisait 2 ans qu'il demandait la subvention. Et donc, ouais. Donc, que ce soit en institution ou en libéral, les tests, voilà, c'est quand même compliqué à avoir. Ça peut coûter cher. Donc, ça à prendre en compte aussi. Ah bah c'est vrai que ça monte vite cher. Est-ce que tu pourrais donner des tests, par exemple, que tu utilises souvent et qui coûtent cher Bah, voilà, moi je suis vraiment dans l'optique de tout automatiser, d'avoir le moins de temps passé avec la paperasse, avec les choses qui pour moi pourraient être remplacées par le numérique aussi. Donc par exemple le test de QI, le test psychométrique, j'ai la version informatisée. Donc bah, déjà il faut 2 iPads, donc déjà il faut payer 2 iPads, il faut payer le logiciel, donc c'est 200 € la licence par an. Sauf que chaque passation de QI me coûte 20 €, par exemple. Dès que je fais passer un QI, j'ai déjà 20 € qui partent pour le logiciel. Le bilan TSA dont j'ai passé la formation, c'est une mallette qui coûte 5 000 €. Donc voilà, c'est tout cumulé. Et en plus, ouais, tu m'avais parlé de la formation aussi pour utiliser ce test. Ouais, c'est ça, là, j'ai dû payer aussi. Alors, j'ai pas dû payer, donc c'est une formation qui coûte 1 500 €, mais qui m'a été financée par l'organisme dont je parlais tout à l'heure, la PCO. Donc, j'ai pas dû, moi, la financer personnellement, mais c'est ça, tout cumulé, oui, ça coûte cher. Et puis, il faut savoir aussi qu'en libéral, le temps où on part faire une formation, c'est du temps où on rentre pas d'argent. Donc, Bien non sûr. seulement ça coûte pour la formation, et en plus, pendant une semaine, on n'est pas payé. Donc, c'est comme si on prenait une semaine de vacances. Donc ça coûte, donc ça revient vite cher. Ouais, c'est pas évident, hein. Non. Est-ce que tu veux parler un peu de ta rémunération? Donner des fourchettes comparé en institution? Ouais, bah en institution, moi c'est facile. J'étais à l'hôpital public, donc il y a une grille dispo en ligne, hein, les psychologues avec les échelons. Donc comme j'étais jeune diplômée, j'étais à l'échelon 1. Donc de mémoire, il faudra vérifier, mais je crois que c'était 1800 brut. Et donc, moi en tout cas, je percevais 1600. J'avais 1600 net, ça c'est sûr. Et en fait, 1 600 € avec un bac plus 5, déjà, je trouvais que c'était pas assez. Et au bout d'un an, je leur ai demandé de passer à l'échelon 2 et ils m'ont dit non. Donc c'est pour ça que je suis partie aussi. C'est parce que je leur ai demandé au bout d'un an de suivre la grille. Et ils m'ont dit non parce que ça, c'est la grille des CDI et pas des CDD. Donc j'ai dit ouais, mais ça fait un an que je suis là, je bosse bien, je pense. Donc j'estime pouvoir passer à l'échelon 2, alors que de mémoire, c'était 50 € par mois en plus. Et on m'a dit non. Et là, j'ai dit c'est tout, en fait, je cherche pas, je m'en vais. Et en fait, il y a la chef de service qui a été au courant. Je n'en ai pas parlé, mais elle l'a appris. Et elle est allée voir le service administration et elle a dit non, mais si, vous la faites passer à l'échelon 2. Et donc, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ça et ils m'ont même dit vous allez avoir une prime supplémentaire de 500 €. Et ça aussi, ça m'a vraiment dégoûtée de l'institution parce que j'ai dit mais en fait, je vais pas aller tous les ans pleurer à la chef de service pour dire j'ai fait du bon travail, s'il vous plaît, augmentez-moi. Enfin non, ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi que je suis partie. Et là, en libéral, alors même si je fais beaucoup d'heures, c'est vrai que ça dépend si je prends des vacances ou pas, ça dépend des charges. Parce qu'on parlait de Doctolib, c'est quand même 1500 € par an. Donc voilà, ça dépend des mois. Et si je suis prélevée en janvier de Doctolib, donc janvier, c'est plus compliqué. Mais je fais quand même du x2, x3 sur mon salaire que j'avais en institution.
Après, je vais pas te mentir, je sais pas combien je gagne. Ouais, bien sûr. Non, mais je sais même pas, en fait. Mais je sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas combien je gagne parce qu'en fait, je sais combien rentre sur mon compte. Mais entre les charges, l'URSSAF qui se réveille un an après, parce que l'URSSAF, ça se déclenche sur l'année l'année d'avant. Donc en fait, ça a tout cumulé avec des... Parce que c'est en fait, on gère une entreprise, donc il y a aussi enfin, la CFE, enfin, il y a plein de taxes aussi que je savais pas forcément. Donc voilà, tout cumulé, le TPE, l'ordinateur, tout ce qu'on doit acheter, ça passe avec des charges, et donc je sais même pas combien il me reste. Mais bon, globalement, c'est x2, x3. Et x2, x3, c'est en termes de chiffre d'affaires ou en termes de... Non, de bénéfices. Ok, ça marche. Ok. Bah écoute, est-ce que t'as un message à faire passer ou un dernier mot ou... Je dirais que la neuropsychologie, c'est un métier qui évolue beaucoup, qui n'existait pas forcément. Notre master, ça fait 10 ans là, qu'il existe. Donc voilà, c'est un métier qui évolue, c'est un métier qui est différent d'une patientèle à l'autre, d'une institution à une autre, en libéral aussi. Donc je trouve que c'est un beau métier parce qu'on a plusieurs casquettes. Je dis pas que je ferai du libéral toute ma vie, je changerai peut-être pour découvrir autre chose. Donc je trouve que ça nous permet de vachement avoir un champ d'action hyper grand, hyper large. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Pas de souci, avec plaisir.